bonjour ou bonsoir selon votre zone géographique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles internautes, merci d'être branchés sur votre canal d'information TLR TV et bienvenue dans Droit de savoir. Vous avez probablement déjà lu ou entendu parler du roman Le Pousse-Pousse de Makelekele, une jeunesse au Congo, de Bernard N. Kaloulou. Bernard N. Kaloulou, qui est notre invité aujourd'hui, avec qui nous allons parler, vous l'avez probablement deviné, 200 romans déjà disponibles depuis septembre dernier. Mais nous parlerons également de sa vie associative, parce qu'il est aussi président de l'association France-Congo-Brazzaville. Moi, c'est Christian Perrin. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour, monsieur Bernard N. Kaloulou. Bonjour, monsieur. Bonjour, Christian. Alors, le pousse-pousse de Makelekele, une jeunesse au Congo, supposé Congo-Brazzaville, c'est bien cela. Est-ce le dernier titre qui est sur le marché? C'est votre dernier roman? C'est le dernier roman. Il est paru il y a 2 mois, grand maximum. Alors, il est paru il y a 2 mois. Alors, c'est une véritable litote. Mais est-ce qu'on peut comprendre, parce que lorsqu'on lit le titre, le pousse-pousse de Makelekele, qu'est-ce que cela a voulu résumer en réalité? Cela a voulu résumer un regard sur la jeunesse, notamment estudiantine. Donc, le titre résume en quelque sorte cette problématique. Que deviennent les étudiants une fois qu'ils ont passé leur première, deuxième, troisième année à l'université Mariengouabi? Et dans ce roman, évidemment, vous parlez des jeunes gens, probablement. Tout à l'heure, on va comprendre avec vous. D'abord, vous allez nous dire les noms de ces personnages, mais qui vont donc quitter le Congo par contrainte, dites-vous. Oui, il y a 2 jeunes qui vont quitter le Congo par contrainte. Donc, à la suite de la fermeture de l'université Mariengouabi, les jeunes prennent la résolution de voler par leurs propres ailes en se disant qu'il faut qu'on fasse notre chemin tout seul. Et ils sont 6, et dans les 6, il y en a 2 qui vont quitter effectivement le pays pour d'autres cieux, qu'ils espèrent plus accueillants. Voilà. Ce n'est pas une indiscrétion de savoir ou de connaître les noms de ces personnages qui constituent votre narration? Alors, je vais vous les donner, mais je ne dirai pas leurs différents rôles. Hein. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a 6 étudiants, dont une étudiante, et chaque étudiant traite une problématique fondamentale de la société. Voilà. Et donc, ils partent chacun donc à la recherche d'une société beaucoup plus clémente, de manière à poursuivre ses études. Et voilà. Donc, il y a effectivement, puisque vous voulez connaître le nom, il y a Jean-Serge, hein, Jean-Serge, il y a Nino, il y a Sukissa, il y a Célio, il y a Com et il y a Pandi. Vous remarquerez que ce sont des noms ou des sobriquets que portaient les... Mais bien entendu, lorsque je vous entends citer ces personnages, ça me fait penser à, je peux bien me tromper, hein, mais je ne sais pas, vous allez me le dire, ça me fait penser à l'orchestre Bantou de la capitale. Bantou de la capitale, voilà. Cet orchestre qui a toujours chanté l'unité du Congo, hein, et l'égalité entre les Congolais. Je pensais qu'il fallait lui rendre hommage, surtout que l'essentiel, la plupart des vedettes sont parties, n'existent plus. Donc c'est un hommage aussi que je rends. Est-ce qu'on peut penser que finalement, c'est un roman qui parle de la musique, c'est bien cela? Puisque vous faites allusion à ces personnages, c'est cela? Non, non, pas forcément la musique. C'est toute autre réalité. Oui, c'est toute autre réalité, mais selon le caractère des gens que j'ai cités. Par exemple, on sait très bien que Essou, Jean-Serge, à un moment donné, est parti dans les Antilles. Il a quitté Brazzaville pour aller en aventure dans les Antilles. Et il s'avère que dans ce roman, c'est aussi un aventurier. Il va partir du Congo. Voilà. Et
donc, tout dépend du caractère, effectivement, de chaque personnage a effectivement une personnalité bien donnée. Alors, donc, lorsqu'on lit ce roman, hein, lorsqu'on lit entre les lignes, bien entendu, on se rend bien compte que ces personnages vivent au Congo et ailleurs. En fait, ils ont une vie, ils construisent leur vie. Hein. Au Très bien. Congo et ailleurs, Voilà. ils vivent Voilà. entre la réussite et la crise. Voilà. Vous exposez là, en fait, un roman dont les réalités renvoient un peu à la jeunesse congolaise, si j'ai bien compris. Il s'agit d'un ouvrage littéraire et la littérature exprime toujours les angoisses, les sentiments d'une société ou des sociétés à un moment donné de cette société. Donc la littérature n'est pas neutre et la littérature exprime toujours des réalités. Et voilà. Donc c'est Alors ça un donc, si roman. j'ai bien compris, vous avez voulu peindre la réalité d'un pays d'Afrique. C'est bien cela, hein, un pays Mais là. disons qu'il y a toujours avec la littérature un va-et-vient entre le réel et l'imaginaire. C'est sa spécificité. Hein. Voilà. Donc, il apporte le bonheur, mais il dévoile aussi le malheur que vivent donc les gens. Et c'est comme ça. Alors moi, je me suis intéressé plutôt à un personnage que vous avez appelé Célio. Oui, Et vous oui. dites que c'est un brancardier, mais un brancardier particulier. Alors, je voulais savoir, c'est quoi la différence avec les autres qu'on connaît, les autres brancardiers qu'on connaît ordinairement, qui travaillent dans les hôpitaux. Lui, il est particulier. C'est quoi sa particularité? Oui. Mais en fait, chacun est particulier dans ce roman. Hein. Selon effectivement la problématique. Célio, lui, il ira jusqu'au bout. C'est-à-dire que le bout, c'est quoi? Eh bien, il part, il devient migrant. Il est particulier parce que c'est aussi ils sont tous des batteurs. Hein. Ils se battent. Mais bon, Célio, Il est brancardier particulier. c'est un Brancardier particulier. oui, voilà, voilà. Donc, il est toujours dans le particulier. Quand il agit, quand il apparaît quelque chose, il y a toujours quelque chose d'original. Voilà. Dans un même espace. Individuellement, Ah, d'accord. individuellement, il y a toujours un lien avec le groupe d'amitié. Hein, et c'est qu'ils ont pris comme engagement, parce que c'est un engagement collectif qu'ils prennent, que chacun maintenant aille quelque part pour assouvir finalement ses rêves. Parce qu'un jeune, il rêve. Un jeune, il est souvent dicté par des rêves. Et ces jeunes-là s'estiment malheureux, disent que nous sommes une jeunesse sacrifiée. Et donc, Donc, voilà, mais quand j'ai essayé un peu de parcourir le roman, je me rends compte que, évidemment, ce Célio est quelque chose de particulier, évidemment, que vous avez relevé, c'est que lui, les brancardiers n'ont pas ceux qui prennent des passions avec un brancard, mais il les porte au dos, c'est bien cela. Mais quand je fais le lien, parce que votre roman, vous dites, c'est bien cela, la réalité d'ailleurs, il vient de paraître en septembre dernier, ça veut dire qu'en pleine crise de la pandémie, la nouvelle pandémie à Covid. Et la question que je me posais, mais ce brancardier ne tient-il pas compte de la nouvelle pandémie à coronavirus pour continuer à porter les patients au dos, les malades au dos et puis... peut-être bien, mais le corona, il n'est pas encore arrivé. La chose se déroule à partir de 2014 donc et s'achève bien avant la pandémie. 2 ans après. Voilà. Donc, mais on peut imaginer effectivement la situation actuelle. Alors, on va faire donc, on va parler de votre vie associative, en attendant bien entendu, sinon en invitant nos téléspectateurs à découvrir ce roman très intéressant d'ailleurs pour évidemment découvrir la réalité, la vie au Congo, je suppose la vie au Congo, Brazzaville, puisqu'on parle en fait, d'une jeunesse au Congo. Je rappelle l'intitulé, donc le roman s'appelle Le pouce-pouce de Makelekele. Qui J'espère est bien que quartier. c'est bien notre Makelekele du Congo-Brazzaville, le premier arrondissement de Brazzaville. C'est le premier arrondissement de Brazzaville. Le pouce-pouce de Makelekele, une jeunesse au Congo, c'est un roman paru aux éditions L'Harmattan qui est déjà disponible depuis septembre dernier. Mais Monsieur Nkaloulou,
est aussi président d'une association, comme je l'ai annoncé d'entrée de jeu. L'association s'appelle France Congo-Brazzaville. Vous allez nous dire, c'est quoi exactement, parce qu'une association, oui, mais c'est quoi les activités de cette association? De quoi vous occupez-vous exactement? C'est une association reconnue d'intérêt général à caractère humanitaire. Et on s'occupe effectivement des domaines de la santé, de l'éducation, du développement, de la culture, des domaines scolaires, auprès des populations déshéritées du Congo. Je dis bien du Congo. Ce n'est pas une association appartenant à une région, une préfecture, mais on l'a pensé pour le Congo. Voilà. Donc, c'est On l'a pensé pour le Congo, comme quoi les autres pays d'Afrique, allais-je dire, ne sont pas du tout concernés par votre association. Non, c'est vraiment une association congolaise. Une association congolaise. Et qui cherche d'ailleurs des partenaires dans presque partout. Nous, on est capable d'aider n'importe quel coin du Congo pourvu que ceux qui l'habitent, notamment, je parle des gens qui ont des moyens, fassent quelque chose. On est capable, nous, d'envoyer quelque chose si on est aidé dans n'importe quel coin du Congo. Vous dites association France, Congo, Congo, Brazzaville. Brazzaville. Y a-t-il un lien avec ce nom, France? C'est un partenariat avec, entre la France et le Ah Congo? oui, exactement. Exactement. Parce que c'est une association, en fait, qui a été créée à l'initiative de mes amis français. Et sur la quarantaine de membres, la majorité, la grande majorité, ce sont des Français et des Françaises qui sont dans cette association et qui l'animent. Voilà. Elle existe depuis quand comme ça? Et qu'est-ce qui a motivé cette création? Elle a été créée en 2000 au lendemain des guerres civiles du Congo. Et là, le but était effectivement de venir en aide à l'hôpital de Kinkala qui avait été particulièrement touché par ce conflit. Ça commence comme ça. On a commencé par aider Kinkala, puis au fur et à mesure, effectivement, on a bien évidemment continué à aider l'hôpital de Kinkala, mais on s'est élargi davantage jusqu'à Brazzaville. Vous avez aidé l'hôpital de Kikala en faisant quoi exactement? L'hôpital de Kinkala, c'était le rééquiper parce que c'était à la fin de la guerre, c'était une sorte de coquille vide. Il n'y avait même pas de lit. Et donc, il fallait rééquiper l'hôpital de Kinkala, lui donner la possibilité de recevoir de nouveau des patients et de pouvoir les soigner. Et donc, on a également envoyé du matériel médical qu'on a récupéré. Ça tombait très bien parce que, par exemple, au niveau de lits, la France se débarrassait de lits à vérin à fonctionnement manuel pour l'électricité. Et donc, on a récupéré toutes ces choses-là. On a récupéré des berceaux, on a récupéré d'autres matériels médicaux. Et on a envoyé quand même, depuis 2004, grands conteneurs, doubles conteneurs, qui sont arrivés. Voilà. Donc, et puis, puisque on y est arrivé, et donc on a commencé par équiper aussi des centres, d'autres dispensaires ou d'autres hôpitaux, à Mindouli par exemple. À Kindamba, effectivement, on a envoyé aussi du matériel. Et puis, au niveau culturel, on a installé une bibliothèque pour tous à Mungali, par exemple. Et puis, une bibliothèque qui est fonctionnelle jusqu'à aujourd'hui? Je pense qu'il doit être fonctionnel. Même si les membres... On a pris 20 ans. Donc, il faudrait que, effectivement, qu'on... 20 ans, monsieur Kaloulou, c'est quand même l'âge de maturité. Hein. C'est Ben, oui, beaucoup, 20 mais ans. on a plus 20 ans, justement, parce qu'à l'époque, on était jeunes. Hein. Bon, les 20 ans sont passés, mais l'envie d'aider est toujours là, parce que
les populations congolaises ont besoin, aspirent à être aidées, malgré tout. Et donc, vous avez dit que votre association a été créée suite à tout ce qui s'est passé au niveau du département du Poul dans les années 2000. Donc, si j'ai bien compris, c'est cela qui a été la base de la motivation de la création de votre association. Mais c'est partant de quelle réalité exactement? C'est quoi? Est-ce simplement parce qu'il n'y avait plus rien ou parce que ça avait été détruit ou bien parce qu'il y a des populations qui sont venues vers vous pour vous dire, écoutez, nous sommes dans le besoin de ci, de cela? C'est vrai que nous avons reçu des lettres. Une fois qu'on s'est constitué en association, on a reçu des lettres, par exemple, des villages qui nous disaient est-ce que c'est possible de nous aider au plan maraîcher, hein? Mais là c'était, ça paraissait tout à fait évident. Compte tenu des images bouleversantes que nous avons vues au sortir de cette guerre dans les chaînes de télévision françaises, eh bien, on pensait qu'il fallait qu'on donne un tout peu de nous-mêmes parce que attendre tout de l'État, c'est pas possible. Donc, on s'est dit, on peut peut-être contribuer à faire quelque chose et on s'est avéré que l'association était le moyen idéal de toucher directement les populations. Alors, vous avez dit les images bouleversantes sont, j'en donnais trop de détails, des images qui portaient sur quoi, qui décrivaient quoi exactement? Les dénouements, les dénouements total de cette population. Les gens amaigris, vraiment, on a été très, très touchés. La misère, et ça a bousculé nos consciences. On s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Même si ça à un niveau pas très important, mais là, on aura contribué à porter notre petite goutte d'eau dans ce qu'on appelle cette maison de solidarité. Quand vous avez assisté ces hôpitaux-là, ou bien cet hôpital de Kinkala, parce que particulièrement, c'est Oui. cet hôpital qu'on est en train de parler. Après, il y a un suivi qui se fait, ou bien vous avez des antennes sur place? Alors, on a une antenne qui est très fidèle sur place. Elle date aussi de 20 ans. C'est cette antenne-là qui est en quelque sorte le cordon ombilical qui fait le lien, hein, entre la population et nous. Parce que nous, sinon, on peut envoyer n'importe quoi. Or, on n'envoie que ce que demandent les besoins. Et donc, cette antenne récolte les besoins, effectivement, et en sélectionne quelques-uns parce que nous ne pouvons pas non plus, nous n'avons pas des moyens de répondre à tous les besoins. Et donc, en fonction de ça, effectivement, on agit. Et quel est donc le niveau d'impact de votre activité à ce jour, au niveau, bien entendu, de Kinkala, j'allais dire, du Poul? Au niveau du Poul, c'est le Poul de Kinkala est devenu l'un des hôpitaux les plus fréquentés. Ils nous disent que il y a trop de monde, c'est dur, mais en même temps, on va les soigner. Il y a des gens qui quittent Pointe-Noire et Brazzaville pour venir se faire soigner et s'hospitaliser à Kinkala. Et donc, ça, c'est très important. Et autre impact, c'est que certainement grâce à notre présence, eh bien, les pouvoirs publics ont mis à la disposition de l'hôpital de Kinkala un échographe. Voilà. Et puis aussi, le concept de mère et enfant, ça aussi, c'est une nouveauté, est mise en application donc, à l'hôpital de Kinkala. Maintenant qu'il y a cette affluence au niveau de l'hôpital de Kinkala, comme vous venez de le dire, vous êtes en train de penser comment augmenter la capacité, bien entendu, de cet hôpital de recevoir ces patients qui viennent de partout? C'est tout à fait évident, mais je pense, j'ai l'impression, savez-vous que le conseil départemental du Poul a construit de nouveaux bâtiments? Vraiment des bâtiments flambant neufs. Bon, et nous, on va contribuer à équiper petit à petit ces bâtiments. Parce que c'est des très beaux bâtiments, mais c'est en quelque sorte une coquille vide. Il faut maintenant l'habiller, il faut maintenant l'équiper. Donc, je pense, mais Kinkala a d'autres besoins, par exemple, une de formation complémentaire pour
pour ces personnels. Et nous faisons venir, effectivement, nous avons fait venir 4 personnels au Mans, au CH, pour, effectivement, pour cette formation complémentaire de 4 personnels. Alors, lorsque je vous ai entendu présenter votre association, vous avez dit qu'il y a beaucoup plus des Français, il faut le dire ça comme ça, et finalement, ils ne sont pas aussi nombreux, les Congolais, sinon ils ne sont quasiment pas en dehors de vous. C'est cela? C'est une nouveauté. Les Congolais, je pense que l'action solidaire, c'est quelque chose d'assez nouveau pour eux. Hein. On avait laissé ça au Burkinabé, la solidarité, et on pensait sans doute à l'époque que des malheurs comme ça ne seront pas là. Et donc, malheureusement, l'action humanitaire intéresse peu les Congolais. Et je pensais qu'il ne fallait pas effectivement totalement penser par le Congolais pour faire quelque chose. Donc, en fait, non, je vais savoir avec vous, monsieur Kaloulou, est-ce que ce sont les Congolais qui ne veulent pas se rapprocher ou s'associer à vous, ou c'est vous qui n'êtes pas réceptif, c'est-à-dire qui ne voulez pas qu'ils intègrent votre association? sans doute, à leur niveau, ils agissent, ils apportent de l'aide. Hein. J'ai appris un chiffre là, il paraît qu'on envoie en Afrique plus de 11 milliards hein, qui transitent par Western Union. Sans doute, ils contribuent à ce niveau-là. Hein. Et puis, tout le monde ne peut pas demander à tout le monde de devenir associatif. Il y a quelque chose quand on adhère à une association, il y a d'autres motifs hein, que la simple solidarité. Voilà. Donc, mais moi, je peut-être que ce sont les conditions d'adhésion qui sont trop non, sévères, c'est cela? je ne peux pas incriminer mes compatriotes qui sans doute aident d'autres manières, hein, mais c'est comme ça, où on admet, où on accepte les associations, parce que moi j'estime que, comme en France, l'association c'est quelque chose de très important. Et si en France, il n'y avait pas des associations, eh bien, on n'aurait pas des lacs de pierre et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est un pays très associatif qui ouvre aussi son cœur. C'est quelque chose de différent. Évidemment, c'est très intéressant. C'est voilà. très intéressant, mais nous savons qu'avec les drames que vit le Pool depuis un certain temps, il y a de plus en plus des Congolais qui sont motivés, qui veulent bien apporter leur aide à disons, aux parents qui sont dans cette zone, hein, dans cette zone du pays, mais qui ont des difficultés, évidemment, à envoyer ce qu'ils veulent vraiment apporter comme de l'aide à ces parents-là. Est-ce qu'ils peuvent, dans ce cas-là, vous contacter ou passer par vous pour, évidemment, apporter de l'aide à nos parents qui sont dans le pool? Non, parce que nous avons besoin d'aide. Hein. Non, on ne peut pas faire le travail des uns des autres. Hein. Mais c'est vrai que nous, on estime… Quelle alternative proposez-vous à ces jeunes, à ces Congolais qui veulent apporter de l'aide, par exemple, chez moi, les je les parents qui encourage sont à dans le le faire. pool? Je les encourage à le faire. Mais nous n'avons pas de moyens pour pouvoir effectivement les aider financièrement. Je ne peux que les aider par la parole ou par mon expérience. Que quand on est dans une association, voilà ce qu'il convient de faire pour faire parvenir sur place des choses. Mais mon rôle s'arrête là. Je suis souvent contacté par des Congolais, notamment des Congolaises qui me disent « Je suis en situation irrégulière, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ?» Ah ben non, j'ai une association humanitaire qui ne fait pas ça. Donc, on n'aide pas, on est une association humanitaire et on n'aide pas d'autres associations humanitaires. Nous avons besoin plutôt de l'aide, qu'on nous aide. Voilà. Mais il faut absolument que les Congolais
s'aperçoivent que l'État ne peut pas tout faire. Il faut, parce que moi, dans cette association, j'ai perdu beaucoup de Congolais qui sont partis. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Que c'est à l'État de le faire. Ce que tu es en train de faire, Bernard, c'est à l'État de le faire. Se régaler. Eh bien non, il faut tout faire à partir du moment où l'État ne nous interdit pas de le faire. Qu'est-ce qu'il y a? En quoi on laisse plus l'État jouer son rôle? Parce que nous avons envoyé du matériel. Évidemment, vous me rappelez là, disons, quelqu'un qui me disait, il ne faut jamais se demander ce que le Congo fera pour vous, mais posez-vous plutôt la question, que ferez-vous pour le Congo? Mais dites-moi, monsieur Kaloulou, comment vous faites pour rassembler ce matériel, les produits médicaux que vous offrez à ces demandeurs? Eh bien, nous avons ce qu'on peut appeler des fonds propres grâce à des multiples actions qu'on fait. Dites-vous bien que nous avons une action phare, par exemple, qui est qu'on appelle la marche de solidarité. Elle consiste en quoi? Elle consiste en quoi, par exemple? Alors, pendant les vacances donc, de la Toussaint, nous allons, puisqu'il y a des vacances, nous demandons à un certain nombre de communes. En moyenne, on arrive effectivement à avoir une dizaine de communes. Nous demandons à ces communes d'organiser en commun, en partenariat, une marche solidaire dans la commune. Et la commune nous accueille en nous offrant bien sûr la salle où on peut faire de la manifestation. Et la commune fait en quelque sorte la promotion auprès de sa population pour accueillir et venir marcher avec nous. Et nous, en tant qu'association, nous apportons une animation. Alors, quand vous venez marcher, si vous venez marcher avec nous, eh bien, vous donnez 5 € à l'association solidairement. Et là, on a terminé, on avait 8 équipes. Et la dernière étape a été extraordinaire. 50 hommes et femmes sont venus marcher. 50 hommes et femmes. Et quand vous dites, monsieur Nkaloulou, quand vous dites 5 €, c'est minimum ou bien ceux qui ont beaucoup plus peuvent apporter plus que cela? Oui. De toute façon, d'une façon presque pas systématiquement, mais on n'est pas surpris qu'une commune nous dise, écoutez, vous êtes venus marcher, eh bien, nous allons pouvoir contacter le conseil communal s'il y a possibilité de vous offrir une subvention. Et la dernière marche, on a des dons. Quand? Et on a des dons, et ça remonte d'avant-hier, de samedi. Donc, c'était la dernière. Voilà. Et nous, avec ça, c'est aussi une manière de se faire connaître dans le département. Et jusque-là, on est allé au moins dans 120 à 130 communes différentes depuis 2000. Et dans certaines communes, on y est retourné. Et je vous assure que les Français sont des fans des associations et ils donnent la solidarité, il faut aller la chercher et non l'attendre. Alors, cette activité, c'est vraiment l'activité phare. Sinon, nous avons également, pendant la présentation, on montre aussi la culture congolaise. Là, actuellement, on a des tableaux de l'école de Poto-Poto qu'on expose, mais qu'on vend aussi. Voilà. Et on a des pagnes, on a des tenues fabriquées au Congo, etc. Et tout ça, les gens qui sont là, ben, il y en a qui achètent beaucoup. Voilà. Donc ça, alors, oui, nous avons dit tout à l'heure, et vous l'avez confirmé, qu'il y a beaucoup de Français dans votre association, les Congolais en sont d'ailleurs moins, et je me rappelle un peu d'une phrase que prononçait Saint-Exupéry qui disait, oui, lorsque je viens en aide aux entre guillemets, les pauvres, voilà. Les gens acclament, mais quand je pose la question de savoir pourquoi ces gens sont-ils
pauvre, à ce moment-là, généralement, on fait des griefs, on fait des problèmes. Est-ce que vos partenaires français se sont déjà aussi posé la question de savoir, mais des gens à qui on va souvent en aide, pourquoi cette situation, comment Ah, ils vous l'ont déjà ça, confié, ils vous ont déjà dit ça, ils vous ont déjà ça posé cette c'est une question? question, c'est l'une des questions fondamentales. Pourquoi votre association existe-t-elle alors qu'il y a une autorité qui est là? Est-ce que vous êtes obligé de faire ce que ferait un pouvoir, un État, etc. Et nous, on répond toujours, nous, à notre place, à notre juste place, on essaye de faire quelque chose. Nous n'attendons pas tout de l'État. Hein. Et donc, on fait que, quand on envoie des livres dans un collège, dans un lycée, c'est ce qu'on a fait. Des ordinateurs, on ramasse des ordinateurs et on envoie tout ça et on crée un concept inédit qui est le CDI, Centre d'information et de documentation. Quand on envoie ça et qu'on reçoit les images, parce que, attention, à chaque fois, il nous renvoie des vidéos, il nous renvoie des images et que nous voyons ces enfants avec un visage éclairé, heureux, parce qu'ils ont touché à l'ordinateur, parce qu'ils ont des livres et tout ce qui s'ensuit. On se dit qu'on fait quelque chose. On n'a pas forcément, on a besoin de l'État, mais on peut le faire. Voilà. Donc, on rend ces enfants heureux. Il faut les voir dans leur bibliothèque, combien ils Oui, sont. mais monsieur Bernard Nkaloulou, c'est bien de voir ces enfants heureux recevoir les ordinateurs ou les bouquins que vous leur envoyez et tout autre produit. Ils sont très heureux. On vous remonte les vidéos, mais nous savons qu'au Congo, il y a des pratiques. Le jour de la cérémonie, tout le monde est tout content, reçoit, on filme. C'est comme ça se passe d'ailleurs dans les églises. Je ne dis rien là-dessus, mais c'est un flash. On entre dans l'église, tout le monde est quand vous regardez chacun à côté de vous, mais tout le monde est sain, avec des postures qu'on connaît. Mais une fois qu'on sort de l'église, chacun reprend son scaphandre et puis reprend ses habitudes. Est-ce que après ces images qu'on vous Oui. envoie, y a-t-il un suivi sur le terrain pour bien constater que Ah ben, finalement le parfaitement, matériel ou les produits que nous avons envoyés parfaitement. servent à bon escient? Nous avons, notre antenne fait presque tout, tous les 2 ans une évaluation de ce qu'on a envoyé. Presque. Parce que les structures auxquelles nous envoyons ces choses savent très bien que si ces choses-là ne se voient plus, on n'aura plus d'aide. C'est tout à fait évident. Non, mais et on a véritablement un suivi sur place. Une antenne. Et Et vous quels sont savez, donc, voilà, quels sont les critères en fait de sélection lorsque des, j'allais dire, les hôpitaux, mais aussi les écoles, les centres, l'éducation ont besoin de votre aide? Quels sont les critères pour accéder, bien entendu, c'est tout à votre simplement, on reçoit assistance? des demandes. C'est une demande écrite. C'est un projet. Par exemple, nous aimerions équiper notre bibliothèque et il nous faut un projet. Combien de livres, combien d'ouvrages il faudrait et c'est quoi comme type d'ouvrage, etc. C'est des projets. Nous avons par exemple des coopératives qui disent que nous, on voudrait nourrir nos enfants, mais nous n'y arrivons pas. Nous n'avons même pas de quoi labourer. Voilà. Où on a envoyé d'ailleurs pas mal de vélos, à peu près une vingtaine, une coopérative qui disait on a du mal à évacuer nos produits du village jusqu'au marché de Luingui ou au marché de Kinkala. Est-ce que vous ne pourriez pas nous envoyer des vélos? Voilà. Donc, tout simplement, on reçoit des demandes ou une demande et cette demande est étudiée par le bureau et quand l'occasion se présente d'envoyer des choses, généralement quand il y a un conteneur ou une ambulance, eh bien, on les met là-dedans. Voilà. Il y a des Alors donc, femmes qui se sont regroupées il y a à peu près une quinzaine d'années. C'était essentiellement des veuves liées à la guerre civile et qui nous ont dit nous voudrions faire de la couture, mais on n'a rien. Est-ce que vous pouvez nous envoyer des machines? Et je vous assure qu'on a ramassé les machines dans certains milieux, les anciennes machines
à pédale, hein, on en a récolté ces machines et on en a eu suffisamment pour équiper cette coopérative et s'adonner à cette activité. Alors, Donc, vous avez dit, on n'est toujours pas là à attendre ce que l'État va faire pour nous, pour les populations. C'est aux populations voilà. parfois de réfléchir ce qu'il faut faire pour leur pays, sinon pour le Congo. Alors Voilà. aujourd'hui, vous savez comme moi, le CHU, par exemple, a des sérieux problèmes de matériel, bien entendu, médical. Sinon, j'allais dire, tous les hôpitaux au Congo, Brazzaville, est-ce que si jamais ces hôpitaux pensaient demander de l'aide, par exemple, tel que vous êtes en train de le dire, vous serez en mesure de le faire, Ah ben, bien tout à entendu, fait, certainement avec l'appui de l'État aussi, du gouvernement, pourquoi pas? tout à fait. C'est-à-dire que là, on crée un partenariat. Alors, en quoi consiste un partenariat? Nous sommes en mesure d'envoyer dans n'importe quelle structure congolaise du matériel si effectivement on peut avoir disposé de ce matériel. Nous sommes capables d'envoyer 200 lettres à des structures sanitaires en leur demandant que, ben voilà, est-ce que vous auriez quelque chose en recyclage? Ça, on peut. Mais une fois qu'on l'a fait, eh ben, on va chercher ces choses, on les conditionne et après, on le met dans un conteneur jusqu'au Havre. Et à partir du Havre, c'est plutôt notre partenaire qui a demandé du matériel qui prend en charge. Mais nous on paye le conteneur. C'est pas seulement jusqu'au Havre, on paye le conteneur jusqu'à Pointe-Noire. C'est-à-dire qu'il y a la route Le Mans jusqu'au Havre et du Havre par bateau jusqu'à Pointe-Noire. Et là-bas, nos partenaires prennent le relais. C'est-à-dire que les gens qui ont fait cette demande pour les populations déshéritées, bien sûr, il faut qu'ils prennent le relais. Il faut qu'ils sortent ces choses à l'aéroport et il faut qu'ils les transportent jusqu'à destination. C'est ce que fait et c'est ce qu'a toujours fait le département du Poul. Si j'ai bien compris, cela veut dire qu'aujourd'hui, si le ministère, par exemple, de la Santé décidait de demander en fait votre assistance dans ce sens, vous serez On est capable. partant, c'est-à-dire On est capable. pourvu qu'ils prennent, bien entendu, charge du transport de ce matériel du Hamon jusqu'au Congo. Bon, sachant quand même qu'on n'est plus des tout petits jeunes hommes. Hein? Oui, oui, C'est-à-dire, parce que c'est-à-dire, autrefois, on chargeait des conteneurs avec allégresse, on était jeunes, on soulevait ces lits qui pesaient, et tout ce matériel, etc. Mais on trouvera toujours le moyen de faire parvenir ce matériel. Même si nous-mêmes, nous avons grandi, parce qu'on n'est jamais vieux dans sa tête, même si nous avons grandi, mais on trouvera un moyen de faire de sorte que ce matériel, quand le partenariat est clair, hein, et c'est un partenariat donc honnête, on le fait. Il n'y a pas de problème. Là, en ce moment, nous avons une demande effectivement de point noir par un certain nombre de personnalités qui aimeraient qu'on fasse parvenir et des livres et tout ce qu'on peut avoir, livres, matériel, livres et tout ça. Et donc, on peut le faire. On peut le faire. et comme quoi, donc, aux Congolais, sinon à ceux qui veulent de vos services, de votre assistance, de vous contacter, y a-t-il des adresses qu'on pourra afficher? Comment vous contacter, au fait, par Ah ben, téléphone, par mail donc, tout vous simplement, avez un site internet, c'est cela? alors, on en a eu, mais il fallait l'entretenir. Et j'avoue que ça n'a pas été évident. Mais nous avons un mail. Hein, nous avons un mail FC Brazza, F comme Françoise, C comme Christian, B comme Bernard, donc c'est Brazza, arrobase wanadou.fr. Ok, Donc, on on peut nous. fera. Voilà. Et nous avons un numéro de téléphone qui est le 02 43 80 67 61. Voilà. Donc, on peut nous contacter
à ces adresses. Alors, à quand la prochaine activité sur Kikala? Les fêtes La, approchent. la prochaine Les enfants activité, ont besoin de se régaler pendant les ouais, fêtes. Ils ont la besoin des prochaine jouets. activité sur Kinkala, c'est Oui. qu'on a fait parvenir à cette structure sanitaire de Kinkala une ambulance il y a 4 ans. Et compte tenu du contexte, hein, Covid et compagnie, ils nous ont dit qu'une ambulance ne suffisait pas. Et nous venons d'obtenir de la part du département de la Sarthe, hein, dont le Mans est le chef-lieu, une deuxième ambulance et qui va partir dès que nous l'ayons. Là, en ce moment, on attend effectivement qu'il se libère un véhicule d'ici 3 mois. Et quand on aura ces véhicules, eh ben, on va le bourrer, on va le remplir avec tout ce que nous aurons trouvé comme matériel. On a déjà écrit à au moins une centaine de structures hospitalières sanitaires. Et donc, c'est le prochain projet, effectivement, c'est cette ambulance qui va partir. Et on a un deuxième projet, c'est de faire venir une sage-femme. Parce que dites-vous bien que nous nous sommes penchés aussi à la formation complémentaire de personnel, notamment de Kinkala. C'est-à-dire, vous dites, vous allez faire venir une sage-femme qui viendra en formation en France, c'est cela? En formation complémentaire. Oui, parce Complémentaire, oui. que nous avons pensé que c'est plus rentable de faire venir du personnel en France que d'envoyer plutôt du personnel là-bas à Kinkala. Pourquoi? Parce qu'à Kinkala, il n'y a pas suffisamment de moyens matériels pour que les stagiaires d'ici s'épanouissent. Tandis que quand ils viennent ici, effectivement, eh bien, ils sont en contact direct avec la médecine du futur. On sait très bien que la médecine du futur, c'est ici. Voilà. Donc, pendant 3 mois, nous avons signé une convention qui marche très bien avec le CH du Mans, qui reçoit du personnel pour les former et aussi pour pouvoir effectivement avoir de repas de midi, prend en charge aussi le repas de midi. Voilà. Et le Mans, quant à la commune du Mans, a mis à notre disposition un studio qui ne bouge pas, qui est là et qui attend ses stagiaires. Et puis, une fois qu'il est là, c'est normal qu'on lui verse une gratification et c'est normal qu'on l'invite régulièrement. Et là, c'est l'association qui s'en occupe et tous ses membres. Et je vous assure que c'est quelque chose d'extraordinaire parce que les membres de l'association font connaissance avec les gens de Kinkala, y compris leurs pratiques. Mine de rien, en étant ici en France, eux aussi, ils apportent, ils instruisent ceux qui sont là. Voilà, parce qu'ils leur montrent comment ils travaillent. En tout cas, merci Monsieur Bernard N. Kaloulou d'avoir accepté notre invitation, mais surtout d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, à moins que vous ayez un mot de la fin, une préoccupation dont la question n'a pas été posée. Oui, ben c'est moi qui vous remercie. Hein. Je vous remercie de m'avoir invité et j'ai eu l'occasion effectivement de parler de mon association. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Eh ben, c'est un vœu. C'est un vœu. Si beaucoup de départements ou de communes faisaient ce que nous faisons, c'est-à-dire que la petite goutte d'eau, eh ben, je pense qu'on arriverait à aider cette population qui n'est pas encore, qui n'a pas retrouvé sa capacité véritablement de développement d'avant les guerres civiles. Donc, j'invite effectivement mes autres compatriotes à se constituer en association. Et là, je suis entièrement d'accord, s'il y a d'autres associations, de former en quelque sorte une superbe association, une sorte de fédération pour pouvoir effectivement aider ce peuple. Il lui faut absolument aider ce peuple, sinon, eh bien, il s'en sortira. Voilà, c'est aussi donc la fin de cette émission où nous avons eu comme invité M. Bernard N. Kaloulou, qui est écrivain
et président de l'association France-Congo-Brazzaville, qui nous a parlé de son activité, notamment au Congo-Brazzaville, et qui vous invite, bien entendu, à vous joindre aussi à lui, pourquoi pas, et faire aussi comme lui, ne pas attendre, voir ce que le Congo va faire pour nous, pour vous, mais ce que nous ferons pour le Congo. Très Pour le bien. reste, chers amis internautes, je vous dis grand merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de partager nos émissions, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rien rater de votre émission Droit de savoir. Je vous dis donc à bientôt, mais d'ici là, portez-vous bien. Merci. Merci.